D'être avec nous en direct sur LCI. J'imagine que vous avez entendu nos échanges. Moi, la question que je me pose, c'est et maintenant, après le retrait russe de Kherson, quelles sont les options, selon vous, de Vladimir Poutine? Alors d'abord, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai l'impression d'être vraiment dans un autre monde ici, surtout en vous entendant parler, puisque ici, en Russie, à Moscou, personne n'utilise le mot défaite. C'est un mot qui n'existe pas, qui n'est pas utilisé ni sur les plateaux de télévision, encore moins par les officiels, et pas non plus finalement par le russe moyen, qui peut-être n'a pas accordé tellement d'importance à ce détail, entre guillemets, du retrait des troupes russes de Kherson, parce que justement, il attend la victoire finalement. Et ce qui se dit aujourd'hui beaucoup concernant ce retrait, c'est plutôt à quoi va-t-il servir? C'est cette question que se posent les Russes. À quoi va-t-il servir? Les Russes espérant qu'il va servir à quelque chose et justement à être plus proche de cette victoire ou peut-être à des pourparlers de paix, parce que ce qui est vraiment beaucoup commenté ici de différentes façons, c'est la visite il y a quelques jours de Jake Sullivan, le conseiller sécurité de Joe Biden à Kiev, et ce que cela pourrait signifier en termes de négociations en sous-main pour une éventuelle pause, un éventuel cessez-le-feu. Vous nous dites, on ne parle pas évidemment de défaite après ce retrait russe à Kherson, mais quelle est la perception des Russes de ce qui se passe sur le terrain? Parce que nous, ce qui nous revient du terrain, c'est le témoignage de ces nombreux soldats qui sont démoralisés, qui se demandent ce qu'ils font là sur le terrain et qui se disent, après Kherson, peut-être que ce sera la Crimée que l'on va perdre. Oui, bien sûr, vous avez raison, mais ce sont des témoignages qui sont mis en valeur dans les médias occidentaux. Les médias russes ne les mettent pas en valeur, justement, pour trouver. Moi, j'ai eu du mal à trouver ces témoignages de soldats russes parce qu'il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher sur les chaînes Telegram diverses et variées, puisque les médias officiels n'en parlent pas. Donc, personne ne peut être au courant. Vous voyez, c'est ça qui est tout à fait problématique. Dans le téléjournal, les nouvelles d'il y a une demi-heure, ici à Moscou, on mettait l'accent sur complètement autre chose. Il n'y a aucune image des troupes ukrainiennes qui rentrent dans Kherson. Les images qu'on voit, c'est des images sur ce que les Russes appellent la guerre des monuments. Les monuments de Pouchkine, de Catherine II à Odessa, d'autres monuments soviétiques qui sont en train d'être défaits par les Ukrainiens. Et ça, c'est un prétexte à des débats interminables dans les médias russes sur la réécriture de l'histoire côté ukrainien. Évidemment, ici, côté russe, on ne parle pas de réécriture de l'histoire côté russe. Allez-y, Vincent, Oui, vous êtes en plateau avec nous. bonjour. Une petite question justement relative à la perception cathodique de ce conflit. Voilà 48 heures dans le débat mené par le fameux Solovyov sur Oui. Russia One. Il y a eu un long hommage rendu donc par l'hôte de ce talk show à la décision douloureuse qui vient d'être prise, et il commentait l'annonce par le général Sergueï Sourovikine, donc de ce retrait. Tout cela, disait-il, requiert un grand courage. Et ensuite, pendant plusieurs minutes, il s'est déchiré en plateau avec une historienne où on a eu droit à la nostalgie sur la disparition de la dynastie Romanov, la perte de la Finlande, etc. Quelle est la résonance de ce type de débat que l'on commande souvent, avec parfois une délectation perverse d'ailleurs sur nos plateaux occidentaux? Quelle est la résonance de ce genre de débat où quand même il y a des failles qui apparaissent dans le discours propagandiste classique? Oui, mais sans doute ces failles apparaissent-elles et le russe peut les percevoir, mais il perçoit quand même la plupart du temps ce qui est dit sur ces plateaux comme un divertissement. Un divertissement presque comme un jeu vidéo de la guerre, avec ces voyenkori, les correspondants de guerre, qui sont exclusivement des hommes et qui sont sur le terrain avec les chaînes. Ils sont embarqués avec les chaînes. Personne n'est là-bas de façon indépendante. Donc ce sont les uniques images qui viennent du terrain. Ensuite, il y a des heures et des heures et des heures de commentaires, comme vous venez de le dire, Vincent, comme je viens de vous le dire,
sur finalement ce que signifie ce conflit, pour essayer de montrer que justement ce conflit et ces Russes qui meurent sur le terrain ne meurent pas pour rien, que tout cela a un sens. Ça, c'est très important. J'ai vu des images sur comment la vie reprend à Mariupol. Ça, c'est plutôt des images qu'on voit souvent sur les télévisions russes, ce qui montre bien que plutôt que de s'apesantir sur ce qui pourrait apparaître comme militairement un échec et évidemment un retrait, on appuie sur autre chose pour continuer à faire croire que ces 4 régions annexées font partie aujourd'hui de la Russie, même si quand on parle, quelle que soit finalement l'opinion du Russe à qui on parle, même s'il est pro-guerre, personne n'arrive à comprendre où sont véritablement les frontières de cette nouvelle Russie. Et ça, c'est un sujet tabou, puisque même le pouvoir ici n'en parle pas et que les médias n'osent rien dire, puisque finalement, on ne leur a pas encore donné la ligne à suivre sur ce point très précis.